Soyez les bienvenus sur le plateau télé FHP Direct depuis Santexpo édition 2025 pour une table ronde consacrée au numérique en santé. Et cette question, la sobriété est-elle possible? Eh bien, pour y répondre, j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Marie-Claire Viès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la stratégie à la FHP. Olivier Boixière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de système d'information dans le groupe Vivalto Santé. Marie-Claire, ma première question est pour vous. L'état de maturité du secteur en matière de sobriété numérique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est l'état des lieux? Alors peut-être juste avant de répondre à votre question, vous rappelez que les hôpitaux et cliniques privés sont pleinement concernés par la transition écologique et en sont des acteurs. Il faut avoir à l'esprit que le secteur de la santé représente 8% de l'empreinte carbone générée en France. Et c'est vrai que le numérique en santé constitue des leviers de décarbonation du secteur quand on sait l'essor accéléré du déploiement numérique dans les établissements de santé. Et donc pour répondre à votre question, un sondage a été réalisé, une enquête a été réalisée au mois de mai, juste en amont du salon Santexpo, pour évaluer justement la maturité des établissements de santé, quel que soit leur statut, en matière de numérique durable en santé. Et on peut retenir 3 enseignements principaux concernant notre secteur. Premièrement, c'est que les cliniques et les hôpitaux privés perçoivent l'importance du sujet, perçoivent l'importance du numérique responsable en santé. Et ils estiment même que le sujet va devenir stratégique à moyen terme. Le deuxième enseignement, c'est que les cliniques et les hôpitaux privés jugent finalement manquer d'informations, de connaissances, d'expertise sur les enjeux de la transition numérique à l'échelle de leurs établissements. Et le troisième enseignement, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, des cliniques et hôpitaux privés agissent, se sont saisis du sujet et déploient des actions. Alors certes à des niveaux de maturité hétérogènes, mais j'ai envie de dire que finalement l'essentiel c'est qu'une dynamique soit lancée. Et à partir du moment où des établissements agissent, ça montre effectivement qu'on est collectivement en capacité de faire évoluer les choses. Olivier Boixière, dans le prolongement des propos de Marie-Claire, quelles sont les actions que vous menez, vous, au sein du groupe Vivalto? Alors Vivalto Santé a une particularité, c'est qu'on est entreprise à mission. Depuis 2021, en fait, on s'est lancé dans la démarche d'entreprise à mission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un organisme qui a une raison d'être. Et dans sa raison d'être, il est inscrit qu'on agit de manière durable. C'est vraiment inscrit pleinement dans nos statuts. Et d'ailleurs, cette raison d'être, elle est statutaire. Elle embarque des objectifs statutaires qui embarquent une dimension environnementale et durable. Et elle embarque également un comité de suivi qui assure, un comité de mission, qui s'assure que les engagements qui sont pris sont bien respectés. Et donc, on a recours à des audits réguliers. Le dernier a eu lieu en avril 2025, qui a confirmé le statut d'entreprise à mission du Vivalto Santé. Et c'est pour nous un élément structurant. Le fait qu'on soit entreprise à mission nous oblige. Et en fait, on est mesuré, objectivement qualifié par un ETI. Alors justement, j'allais vous dire, à quoi vous êtes-vous concrètement engagé au niveau des actions? Alors effectivement, on a posé un certain nombre d'indicateurs qui sont suivis dans l'entreprise à mission, mais qui sont aussi suivis par une direction. On a mis en place une direction du RSE, donc chez Vivalto Santé, qui est menée par Anne Bourdet. Et donc cette direction-là vise à s'assurer que les plans d'action soient bien suivis. On a quelques actions concrètes qu'on a pu engager. Alors côté Vivalto, côté DSI pour le coup, sur la partie sobriété numérique, pour revenir à notre sujet, on est parti sur un état des lieux qu'on a fait avec un prestataire extérieur qui s'appelle PwC, qui nous a aidé à poser en fait un état des lieux, un inventaire de notre empreinte carbone, notre empreinte numérique en 2022. On a commencé comme ça. Alors concrètement, ça concerne les achats, les déchets? Alors exactement, en fait, on s'est aperçu rapidement, suite à cet état des lieux, que le premier impact important, c'est les achats, le sourcing. Là, on va acheter notre matériel. 50% de notre empreinte carbone est liée en fait au sourcing. Et donc l'importance de faire des achats numériques responsables. Et pour le coup, on a mis en place, c'était l'action prioritaire, dans le plan d'action, l'action prioritaire, c'était le sourcing. On a mis en place une démarche qui intègre dans la politique d'achat du groupe, les achats numériques,
une quantité de matériel acheté en mode reconditionné, en refurbish. Et donc, on a aujourd'hui, je peux vous donner un chiffre, par exemple, en 2024, on a acheté 300 000 € de matériel reconditionné. Donc, ça, on le mesure. C'est objectivé avec l'OTI. Donc, l'OTI vérifie qu'à chaque fois, effectivement, on progresse sur cette démarche-là. Parce que, je le précise, mais l'entreprise d'admission ont des objectifs qui, chaque année, crantent. Il faut aller toujours plus fort, toujours plus haut. Marie-Claire, vous voulez réagir aux propos d'Olivier Boixière ? Oui, effectivement, ce qu'on constate parmi les actions les plus communément recensées, Olivier en a parlé, il y a la gestion efficace de l'énergie, le volet, en tout cas le volet achat est majeur avec l'intégration de critères éco-responsables dans la politique d'achat, le reconditionnement évidemment, la gestion aussi des déchets électroniques, c'est un gros enjeu. Et c'est un impact majeur quand on parle de numérique en santé. Et puis le volet également formation, sensibilisation des professionnels, puisqu'évidemment tout cela implique une sensibilisation et un accompagnement au changement. Est-ce que vous devez faire face cependant à des freins ? Oui, tout à fait. Et alors, je profite parce que je sais que la communication du Vialto est dans le coin. On travaille beaucoup sur cette partie sensibilisation dont parlait Marie-Claire. Parce qu'effectivement, le premier vecteur pour nous, c'est le collaborateur, le médecin. S'assurer qu'il ait compris en fait, l'intérêt du reconditionnement, de travailler sur cette empreinte numérique. Et on est grandement aidé par la direction communication. Je termine la parenthèse. Vous êtes bien fait. Et juste pour revenir, effectivement, aujourd'hui, quand on voit l'évolution des technologies, comme on le voit encore aujourd'hui, l'importance de l'IA, l'importance de la data qu'on voit sur le salon. Tout ça, ça a un impact qui est forcément compliqué à gérer pour la partie sobriété numérique. Donc on ne pourra pas être de plus en plus sobre, mais en tout cas, on peut avoir une réflexion systématique dans nos démarches qui vont vers la digitalisation, vers la partie collab avec Office 365, le cloud, le SaaS, tous ces aspects-là. C'est faire en sorte que nos achats soient le plus sobres possible. Faire en sorte qu'on fasse des choix qui soient les plus raisonnables possibles. Quels sont les différents, défis auxquels vous devez répondre, Marie-Claire ? Peut-être pour poursuivre ce que Olivier a exprimé, parmi les freins principaux cités par les établissements de santé, il y a le frein financier. Très clairement, nos établissements de santé évoluent dans une contrainte budgétaire forte avec des sous-financements et évidemment, c'est un frein majeur. Dans le cadre de l'enquête qui a été menée justement en amont du Salon Santé Expo, était évoqué, je l'ai indiqué, le manque de connaissances, d'expertise et effectivement un des leviers d'accompagnement collectif qu'on doit mettre en place, au-delà de l'accompagnement financier, évidemment, concerne tout ce qui est formation des dirigeants, d'établissements, des professionnels de santé. J'insiste beaucoup aussi sur la conduite du changement. Et puis, il y a un autre levier, effectivement, et je sais que les pouvoirs publics y ont travaillé, c'est l'outillage. Outiller les établissements pour évaluer leur maturité et prioriser ensuite les actions à engager en fonction de leur diagnostic. Olivier, vous partagez ? Complètement aligné, effectivement. Vraiment, le sujet pour nous, c'est le sous-financement fait qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas faire des choix qu'on aimerait faire dans un cadre de sobriété numérique. Mais on est contraint, en fait. On a un espace économique qui est très contraint dans le secteur de la santé privée et pas que, mais effectivement, c'est un sujet. Écoutez, notre table ronde touche à sa fin. Je voudrais juste que vous me disiez si vous souhaitez ajouter quelque chose en complément de tout ce que vous avez dit. Parfait, merci. Bon, donc vous continuez sur ce chemin et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre participation et merci à vous de nous avoir suivis.